Bonjour David Chapirin, j'espère que vous allez bien. Bonjour Claudine. Bonjour. Bon, nous allons parler évidemment de l'actualité plutôt mouvementée entre la France et Israël. Quelles sont vos impressions? Alors tout d'abord, Oui. on est tous choqués ici en Israël. Je parle de la communauté francophone du décès, de la perte du soldat Saadia Dere, le fils de Lali Chaim Dri, qu'on connaît bien. Lali est une personnalité publique qui s'exprime dans plusieurs médias, et notamment la chaîne 14, et elle fait partie de notre paysage. J'ai eu moi-même personnellement affaire avec Lali, puisqu'elle était employée à l'ancienne radio que je dirigeais à Routcheva pendant des années, et je ne manquais pas de rester en contact avec elle de façon régulière. Et c'est une très triste nouvelle. Cette guerre nous atteint tous. Nous avons tous maintenant quelqu'un de proche que nous connaissons. Absolument. Dans un cercle plus ou moins. Il faut rappeler que nous sommes à environ 660 soldats qui ont perdu la vie depuis le 7 octobre. Et si on devait faire le point, tout d'abord, ce qui se passe dans la région sud, c'est-à-dire à Gaza, eh bien, on pourrait dire que nous avons quasiment terminé le premier stade de l'opération de Gaza. C'est-à-dire que nous sommes à quelques jours de ce qu'on appelle du premier nettoyage de la bande de Gaza, ou la reconquête de la bande de Gaza. Rafah est quasiment sur le point de s'effondrer. Je parle des quelques forces qui restent aux mains du Hamas, qui essaient d'ailleurs de se réorganiser dans la région nord de la bande de Gaza. Vous entendez par Hamas qui essaie de se réorganiser. C'est-à-dire que maintenant, il y a un appel pour l'engagement de jeunes de 18 ans. Et ce matin même, on a constaté que le Hamas avait commencé une série d'entraînements pour ces jeunes recrues, entre guillemets, ces jeunes terroristes, ces jeunes futurs terroristes. Et donc, c'est une situation qui est assez pénible, parce que le Hamas contrôle toujours l'aide alimentaire, la distribue, et évidemment s'en prend pour son organisation une partie. Bien sûr. Et donc, tout cela affaiblit un petit peu notre position au point de vue des otages. Là aussi, du point de vue des otages, on en est au point mort, dans le sens où Israël a fait passer le message qu'elle avait fait tous les compromis possibles et inimaginables, qu'elle ne pourrait plus aller au-delà de ce qu'elle propose, et que c'est maintenant au Hamas de fléchir, ce qui n'est pas le cas. Donc la situation est bloquée. Et donc on va passer maintenant à une autre situation, puisqu'en fait il n'y a pas non plus d'alternative. On va passer à une situation qui s'appelle le troisième stade de cette opération, c'est-à-dire se retirer de la bande de Gaza et intervenir coup par coup, que ce soit dans l'hôpital de Shifa, à Khan Younes, que nous avons abandonné, qui est maintenant aux mains du Hamas. Donc voilà, on en est à une situation aussi qui est un petit peu décourageante, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Alors, donc on a très bien compris qu'on a presque fini l'étape numéro 1 de nettoyage. L'étape numéro 2, c'est celle que vous venez de décrire. Oui, c'est un peu comme la situation des territoires, si vous voulez, de Judée-Samarie, où nous intervenons à Toul-Karem, à Jenin, à Naplouse ou à Hebron, de façon intemporelle. Lorsque nous avons des renseignements sur telle ou telle cellule terroriste qui s'apprête à faire un attentat, ou lorsque nous aurons des informations sur telle ou telle réunion du Hamas qui se tient, où nous identifierons des cibles qui seront aptes à être éliminées, eh bien nous interviendrons, mais nous ne serons pas présents. Tout à fait. Or, tant qu'il n'y a pas une présence qui gère la bande de Gaza, le Hamas reviendra. Le Hamas est présent, il ne sait pas qu'il reviendra. Oui, il est déjà revenu, il est déjà là. Et toutes les promesses d'éradiquer le Hamas, pour l'instant, ne sont des promesses, comme on dit en hébreu, qui ne sont écrites que sur la glace. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas beaucoup de poids, étant donné, encore une fois, qu'il n'y a pas une alternative, une force X, Y, Z, qu'elle soit israélienne, qu'elle soit palestinienne, qu'elle soit arabo-internationale, qui assure la direction de la vie administrative des Gazaouis dans cette bande de Gaza. Et donc fatalement, nous sommes avec le Hamas. Enfin, ils sont avec le Hamas. C'est ce qu'on dit depuis le début de la guerre, depuis le premier mois de la guerre, ce qu'on a dit tout le temps, qu'un enfant de 5 ans comprend, la guerre en soi n'est pas un but, un objectif, mais un moyen d'amener à une autre réalité, que ce soit par la conquête d'un territoire
ou que ce soit par le remplacement d'un régime mauvais en place. Et pour l'instant, rien n'est proposé pour remplacer le Hamas. Et donc, toutes les promesses d'éradiquer le Hamas ne tiennent pas debout tant qu'il n'y aura pas une solution d'alternative. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est en train de faire la guerre pour la guerre. On est en train de perdre des soldats, Bien sûr. je dirais, pour l'instant, dans un but que nous ne connaissons pas. Évidemment, ce n'est pas pour rien, parce que le Hamas doit être éliminé, mais si on n'envisage pas une solution à moyen et long terme rapidement, nous continuerons cette hémorragie de soldats qui tomberont dans des opérations de guérilla. C'est pour l'instant le Hamas, si vous voulez, pour l'instant, la seule chose qu'on a gagnée sur le Hamas, c'est sa désorganisation centrale. Le Hamas, si vous voulez, n'agit plus comme une armée structurée avec des officiers, avec des ordres qui viennent d'un commandement et qui descendent jusqu'aux petits soldats. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de commandement. Et si vous voulez, chaque petit groupe du Hamas en fait à sa guise et essaie de s'organiser dans son propre coin. Ça s'appelle la guérilla. Et tout ça, c'est bien. C'est une donnée positive. Mais cela, encore une fois, ne remplace pas le fait qu'il y ait un pouvoir en place. Tout à fait. Et il faut absolument... Il ne sortent pas un pouvoir. Voilà, pour éviter que des soldats ne tombent encore de façon régulière. Tous les jours, nous avons des nouvelles terribles. Et ça sape aussi le moral de la nation. Il faut aussi parler peut-être aussi de l'essoufflement progressif des soldats. Il y a des soldats qui sont en Milouim depuis 6 mois, 7 mois, et qui n'ont pas vu leur maison, ou quasiment pas. Et ça, une société ne peut pas continuer à vivre éternellement dans cette situation. Il faut trouver là une solution. Très bien. Alors, nous allons revenir au nord, si vous voulez bien. Alors, le nord, bien qu'une date ait été proposée pour l'attaque du nord le 15 juin et qu'elle n'a pas eu lieu, c'est que veut dire qu'au Proche-Orient, au Moyen-Orient, il est très dangereux de prévoir et de donner des prévisions. Ceci étant dit, les Koweïtiens, les Canadiens et d'autres pays occidentaux ont demandé à leurs ressortissants, à leurs diplomates de quitter le Liban, ce qui annonce une prochaine opération. Et si vous voulez, le danger pour l'instant est que, voyant que l'opération à Gaza se termine et que des forces de Tsahal vont être disponibles pour régler une situation qui est devenue insupportable et intolérable au Liban, la crainte est que Nasrallah prenne l'initiative. Vous savez que quand nous, on ne prend pas l'initiative, c'est toujours catastrophique. Rappelez-vous la guerre des 6 jours où on a pris l'initiative. Dans les opérations où on a pris l'initiative, eh bien, on a toujours eu le dessus. Mais quand on se fait prendre, comme c'est le cas de la guerre du Kippour du 7 octobre... Très difficile de répliquer. Voilà, on réplique, mais ça nous coûte beaucoup. Bien sûr. Et donc là, la crainte est que Nasrallah non seulement prenne l'initiative pour montrer qu'il est là, qu'il est présent, et de toute façon, dans les conditions actuelles, il est évident que pour l'instant, à l'heure où nous parlons, nous nous dirigeons vers une guerre qui sera une guerre beaucoup plus difficile. Je parle pour les habitants civils, c'est-à-dire nous-mêmes, du centre du pays. Je suppose le sud, le centre, Haïfa, le nord. Ce sera une guerre difficile car nous savons que le Hezbollah n'a utilisé qu'une toute petite partie de son attirail de missiles. Et donc, nous devons nous habituer à l'idée que nous allons vivre très probablement des semaines très pénibles. Très pénibles. Et pourtant, il y a, je pense, vu qu'on va à cette guerre, si les moyens diplomatiques ne marchent pas, il suffirait d'annoncer à la population libanaise et à Beyrouth que dans quelques jours, je ne sais pas, 72 heures, une semaine, le pays sera plongé dans le noir et sans électricité pendant des mois si le Hezbollah ne cesse pas ses attaques du nord. Et je pense qu'il y a aussi un moyen de levier, de pression sur le Hezbollah de la part de la population libanaise qui ne veut pas se retrouver à l'époque du Moyen-Âge si elle n'arrête pas le Hezbollah de tirer sur Israël. Donc maintenant la question sera qui va commencer la guerre, Israël ou le Liban? Et vous aviez raison de préciser il y a quelques jours, sans préciser une date, mais c'est une question de quelques jours, si ce n'est de quelques semaines,
parce que c'est une situation où près de 1000 maisons ont été touchées Bien et sûr, le nord est vidé et que les réfugiés sont toujours dans des hôtels ou dans des appartements. euh, euh, eh bien, cette situation est intolérable et ne peut pas continuer. Alors, si on a bien compris, l'offensive israélienne serait un atout pour Israël. Bien, écoutez, l'offensive israélienne nous coûtera peut-être cher à Israël, mais elle nous permettra de dégager, de nettoyer le Liban du Hezbollah, de faire prendre au gouvernement libanais ses responsabilités et de pouvoir surtout, c'est le but ultime, de pouvoir faire revenir les habitants du Nord dans toute sécurité, sachant qu'aucune force du Hezbollah ne se trouvera à moins de 10 ou 20 kilomètres de la frontière israélienne. Alors, si on a bien compris la stratégie, entre guillemets, d'Israël, l'idée, c'est d'éradiquer le Hamas, mais également le Hezbollah. Est-ce possible? Oui, Israël a toutes les facultés et les qualités pour combattre le Hezbollah. C'est quand même une milice. C'est vrai que le Hezbollah a des missiles, a des jeeps, des vannes, mais elle n'a pas d'aviation, elle n'a pas de chars. Donc nous sommes évidemment beaucoup plus forts que le Hezbollah. Ce qui inquiète le gouvernement, c'est les répercussions de cette guerre sur la population civile qui sera touchée. Bien sûr. Qui sera touchée par des fait. missiles. On a parlé au début de la semaine dernière de l'éventualité de coupures d'électricité au-delà de 24 heures, ce qui inquiète énormément le front Bien civil. sûr. Et c'est tout à fait normal qu'on soit inquiet et qu'on mesure les conséquences de cette guerre. Alors maintenant, quelques mots sur la France, justement, puisque bon, il y a quand même toutefois un parallèle à faire, je pense. Oui, alors tout d'abord, une montée de la violence antisémite avec ce viol de cette petite fille de 12 ans dans des conditions qui sont effroyables et inimaginables, mais aussi l'annonce de cette dissolution de la part du gouvernement, enfin de la part du président Macron, je crois qu'il a décidé quasiment tout seul, et la redistribution des cartes au sein, je dirais, du paysage politique de la France, qui nous, juifs français ayant le droit de vote, nous laisse la perspective entre, je dirais, 3 solutions qui sont toutes mauvaises. Il y en a qui sont plus mauvaises que d'autres. Si vous voulez, il faut choisir entre la peste, le choléra et la tuberculose. Oui, bon, on va prendre la tuberculose. Si vous voulez bien, ça se soigne. La peste, c'est LFI, le Front populaire, qui est une insulte. Oui, parce que Léon Blum a créé en 1936. Tout à fait. Ça, c'est évidemment inimaginable et ce n'est pas envisageable. Et d'ailleurs, le député Jérôme Guedj l'a compris et a quitté ce front et se présente de façon indépendante. Il y a le Rassemblement national. Vous savez, quand on vote pour un parti dirigé par une femme qui s'appelle Le Pen, eh bien, ce n'est pas possible. Non, absolument. Ce n'est pas inimaginable. Absolument. Et je ne peux pas comprendre, en tant que fils d'un survivant de la Shoah et petit-fils de grands-parents déportés, assassinés, comment est-il possible d'imaginer qu'on vote pour un parti dont la présidente, il y a quelques années, avait l'habitude de participer à des événements entourés de néo-nazis ou autrichiens, allemands, etc. Donc je ne crois pas. Et malheureusement, ça c'est le choléra. Et il nous reste en fait une solution qui est mauvaise, mais qui est la moins pire et la moins mauvaise, et qui n'est pas évidemment la souhaitée, mais qui nous n'avons plus de solution, plus de choix, et de voter le parti de Macron, qui reste un parti républicain, et qui, malgré ses positions anti-israéliennes qui nous révoltent, reste encore, je dirais, une force qui condamne et qui, pour l'instant, défend encore ces juifs, même si Macron a fait des fautes énormes, notamment celle de ne pas participer à cette manifestation contre l'antisémitisme. Donc il nous reste, même pour ces élections du 30 juin, que la candidate, pour nous, dans la 8e circonscription, cette candidate Caroline Yadan, de la majorité, parce que nous n'avons pas d'autre choix d'être représentés, et nous ne pouvons pas, nous, juifs, voter le Rassemblement national, même si Arnaud et Serge Klarsfeld l'ont peut-être... mais ils l'ont dit, si vous voulez, dans le cas où on se retrouve au second tour. Et moi, je dis pour l'instant, chaque chose vient en son temps. Quand on
On sera à la période du second Oui, tour, oui, on en reparlera. oui, tout à fait. Pour l'instant, on a un premier tour. Et le premier Oui. tour, pour l'instant, je dis, nous laisse le choix. Oui. Alors, ce choix, il faut le prendre, il faut l'utiliser, parce qu'on n'est pas dans un scénario où il y a la LFI contre le RN. Ça, c'est Non. du second tour. Et ça, c'est des spéculations. Et ça, c'est des, je dirais, scénarios qui seront après le 30 juin. Mais le 30 juin, il faut voter, pour l'instant, pour un parti républicain et un parti qui n'est pas antisémite. Parce que, pour l'instant, même si on est très en colère, encore une fois, contre les mesures et les déclarations qui sont faites contre Israël, pour l'instant, le parti de Macron n'est pas un parti antisémite. Tout à fait. Il n'a pas eu non plus des accords et des accords et des amitiés avec le Rassemblement national comme les Éric Ciotti. Les Républicains aujourd'hui sont un parti à bannir complètement, je dis bien complètement, car voter les Républicains au premier tour, c'est voter le Rassemblement national. Alors, très bien, donc vous avez parlé des Klarsfeld, justement. Alors, juste dernière question, que pensez-vous du fait de cette déclaration d'avoir dit qu'au deuxième tour, il voterait entre le LFI et le RN? Pensez-vous pas justement qu'il a donné cette possibilité de voter dès le premier tour? Est-ce que les gens le public aurait-il capté la subtilité de cette déclaration? Écoutez, pour l'instant, nous avons parlé de trois solutions. Bien sûr. Nous avons parlé de la peste, le choléra et la tuberculose. Alors, vous avez raison de dire qu'on a choisi la tuberculose parce qu'on peut la soigner. Oui. La peste et le choléra, c'est plus difficile. C'est plus compliqué. Et je vous suggère que lorsqu'on arrivera à cette situation, on en parle à ce micro. Merci beaucoup, David Shapira, pour ce débriefing, nous avoir éclairé aussi sur la politique française. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Shalom, shalom. Shalom, shalom. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles.